pourquoi les marchés montent? C'est une très bonne question que beaucoup se posent et je vais vous partager ma réponse qui ne reste qu'une hypothèse. J'aimerais bien faire partie des initiés et détenir le savoir, mais ce n'est pas le cas. Sachez bien que ce que vous allez entendre n'est donc qu'une hypothèse. Même si le marché est donc théoriquement libre et qu'il est le reflet de la somme des actions des différents acteurs, que ce soit les particuliers comme nous ou les grosses institutions, il y a plusieurs institutions qui ont quand même un levier particulièrement puissant qui fausse un peu le jeu, il faut l'avouer. Et cette institution, c'est la Banque centrale, et notamment la Banque centrale américaine. Ray Dalio, qui est un des gestionnaires les plus connus et les plus fameux de notre planète, a appris à ses dépens dans le passé qu'il ne fallait pas essayer de combattre la Fed. Donc la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui possède un pouvoir de création monétaire incommensurable et qui est capable à elle seule, par les liquidités qu'elle injecte dans la machine qu'on va appeler les marchés, de faire augmenter le prix des différents actifs qui sont cotés dans la monnaie qu'elle va imprimer. Je parle évidemment du dollar. Alors même si officiellement nous sommes encore en période de quantitative tightening, donc officiellement la Fed est censée diminuer la masse monétaire, elle est censée réduire son bilan, ils appellent ça comme ça, les marchés anticipent. Les marchés ont toujours un temps d'avance sur la temporalité, on va dire, médiatique ou sur les actions du présent. Et donc pour moi, ils anticipent le retour des liquidités, car si la Fed ne le fait pas, c'est l'État américain qui fera faillite, qui fera défaut sur sa dette. Et donc a priori, la question n'est pas si la Fed va réimprimer, va réinjecter des liquidités, mais quand est-ce qu'elle va le faire? Si vous faites partie des initiés, s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire la date. Dites-le nous, ça on vous croira pas. Donc lâchez votre commentaire et puis, ou même si c'est d'hypothèse, n'hésitez pas, claquez le pouce aussi, ouais, ça c'est très important. Je vous en remercie d'avance. Pour revenir à nos histoires monétaires, si la Fed imprime un maximum, augmente sa masse monétaire, elle va diminuer le pouvoir d'achat de sa monnaie. Et donc nous n'assistons pas nécessairement à une valorisation des actions, mais à une diminution de la valeur de la monnaie. C'est aussi comme ça qu'on peut le voir. Et donc malgré la probable récession qui va venir, notamment je parle pour l'Occident, l'Europe et les États-Unis, nous assistons à un marché des actions qui fait de nouveaux plus hauts. Vous êtes ici devant le SP500, donc qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Et la semaine dernière a confirmé à la hausse, avec une action des prix, vous voyez, qui est parfaitement alignée avec l'action du RSI. Le RSI, pour rappel, c'est le rapport de force entre acheteurs et vendeurs, et donc tout est aligné. Il n'y a pas de divergence encore. Je parle des divergences car on va voir sur les différents autres actifs qu'il y a plusieurs divergences qui sont bons signes pour le côté haussier, justement. Par exemple, ici, pour le passé, vous voyez, il y avait une divergence. L'action des prix faisait de nouveau plus bas, alors que l'action du RSI ne faisait pas de nouveau plus bas, c'est-à-dire que les vendeurs perdaient en force petit à petit, et ce qui, alors c'est pas toujours confirmé, mais là ça s'est confirmé, ce qui annonçait un peu précocement un retournement de l'action des prix, c'est-à-dire que la reprise en main des acheteurs par rapport aux vendeurs. Et donc pour finaliser l'hypothèse, les marchés anticipent ce retour de liquidité, sauf que le jour où la Fed pivotera, donc où les liquidités, où elle va abaisser ses taux et réinjecter des liquidités dans le marché, il est possible que les marchés repartent à la baisse, à ce moment-là. Alors que, comme je viens de le dire, injecter des liquidités est une bonne chose pour la valeur des actifs. Mais rappelez-vous l'expression concentrée, le momentum du marché n'est pas celui des médias, n'est pas celui du moment présent. En fait, il a toujours un ou plusieurs temps d'avance. C'est d'ailleurs assez troublant. Je vous montre rapidement le Nasdaq, toujours pareil en hebdomadaire. Le Nasdaq est donc l'indice qui représente les actions technologiques au niveau des États-Unis. La volatilité est supérieure, on retrouve la même divergence que nous avions retrouvée sur le SP500 qui annonçait donc ce retournement, et de nouveau plus haut là depuis ces 2-3 dernières semaines, avec un RSI qui est parfaitement aligné. Et donc pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un retournement éventuel. Si les liquidités reviennent, cela servira à Bitcoin. Vous êtes ici devant le Bitcoin coté en dollars, toujours pareil en hebdomadaire. Nous pouvons voir et analyser le Bitcoin comme de l'or numérique, et comme une assurance contre l'impression monétaire. Je le répète, quand les banques centrales achètent des actifs ou augmentent leur bilan, en réalité, elles créent de la monnaie, de nulle part. Ce faisant, elles captent un petit peu de pouvoir d'achat dans les poches de tout le monde, et le pouvoir d'achat de la dite monnaie
diminue. Ce qui fait que le ratio Bitcoin-dollar change. La valeur du dollar diminue, le prix du Bitcoin augmente. La dernière revue remonte à 6 semaines. Oui, entre-temps, je me suis un peu essayé au podcast. J'ai eu des invités super, je vous le conseille, n'hésitez pas. Je vous ajouterai la fiche. Nous venions de franchir cette résistance et vous voyez que le prix a latéralisé dans finalement ce qui s'apparente à un nouveau range. C'est un peu Inception, un range dans un range, c'est comme ça. Par la magie de la réalisation, je vous le fais apparaître. Voilà, regardez, c'est magnifique. Un bébé range dans un maxi range. Et donc, nous avons ce qu'on appelle des fausses sorties avec cette mèche qui est allée chercher la zone de rechargement de vente, les fameux 0,618 de retracement de Fibonacci. Alors certains y verront de la magie, d'autres y verront de la manipulation. Moi j'y vois le fait que tout le monde regarde la même chose, tout le monde regarde un peu les mêmes indicateurs, et que des gros poissons se sont positionnés ici pour justement se délester de leur bague ou prendre quelques profits, provoquant ainsi une réintégration du range. Alors on est allé chasser également au sud, et je parle de chasse car c'est exactement ça, c'est une chasse à la liquidité, et on a réintégré, donc ça fait balle au centre, les acheteurs et les vendeurs vont continuer de s'affronter, jusqu'à trouver une résolution, donc soit haussière, soit baissière, je pourrais rajouter un petit rond vert ou un petit rond rouge en fonction dans ce bébé range. Pour faire un peu de prospective, si donc en hebdomadaire, si on clôture au-dessus en gros des 45 000, allez, si on clôture au-dessus des 45 000, il est très probable que nous allions retester donc les sommets du range autour des 60 000. Dans le cas contraire, nous viserons donc les bas de range autour des 32 000, 30 000 $, le BTC. Et si ce retracement arrive, ça ne remettra pas nécessairement en question la reprise haussière de ce marché. Vous voyez que le RSI ici est toujours dominé par les vendeurs et qu'on a de la marge pour retrouver cette zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs sans nécessairement devoir passer dans le côté bear de la force, dans le côté obscur, j'ai envie de dire, obscur de la force. Je suis un boule, je suis boule, voilà, je suis boule. Et pour rappel, j'adore vous mettre un peu le long terme. Voilà, ici vous êtes sur le Bitcoin, donc toujours en dollars, en mensuel. Vous voyez, ça monte, y a pas de doute. Et donc sur cet actif, pour le moment, la question n'est pas si Bitcoin fera un nouveau plus haut, mais encore une fois, quand, le fameux quand. Si on repasse en hebdomadaire, cette latéralisation des prix pourrait permettre justement un transfert des capitaux, un transfert des liquidités de Bitcoin, qui est le premier actif de cette nouvelle classe des crypto-monnaies à recevoir souvent la liquidité fraîche, avant de se transmettre dans les autres cryptos. Pour visualiser ça, rien de mieux que analyser Ethereum face à Bitcoin. Bon, il y a aussi la Bitcoin dominance que je vais vous montrer, mais ce graphique est particulièrement intéressant. Nous avions commencé à noter, donc il y a 6 semaines, on avait commencé à noter cette divergence, vous voyez, qui s'est prolongée et qui s'est étendue quand même de la fin octobre à la mi-janvier. Donc pour rappel, vous voyez que l'action des prix réalisait de nouveaux plus bas, alors que l'action du RSI n'a pas réalisé de nouveaux plus bas. Vous pouvez visualiser ça un peu comme une corde d'arc. La corde se tend, c'est-à-dire le rapport de force entre vendeur et acheteur est en train de s'inverser gentiment, et quand la corde est très tendue et que les vendeurs n'arrivent plus à tenir, bam, on décoche la flèche et ça part. Et donc c'est ce qui s'est passé. Alors vous le voyez, malgré tout, le RSI est toujours dans le camp des vendeurs. Nous n'avons pas franchi la zone d'équilibre. D'ailleurs, la flèche s'est plantée soit dans un arbre, soit dans un mur, vous choisissez. Et on est en train de retracer. Alors ça peut être un retest de week-off, ça peut être juste un retest de zone clé avant de repartir à la hausse. C'est ce que je crois toujours le plus probable. Après une divergence comme ça, tout ravaler et aller plus bas, ça demanderait une force inouïe aux vendeurs, mais rappelez-vous que tout est possible, et donc nous le verrons peut-être, mais je crois toujours que les probabilités sont que les alts, et notamment Ethereum, surperforment dans les semaines ou mois à venir BTC. Pour étayer un peu cette hypothèse, vous êtes ici donc devant la Bitcoin dominance, c'est tout simplement le Bitcoin, le market cap du Bitcoin, face à toutes les autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous le voyez, Bitcoin à lui seul représente plus de 52% de toutes les liquidités donc, qui sont dans ce petit marché. Nous sommes toujours en hebdomadaire et cette figure-là, je vais vous la dessiner, c'est une petite épaule, tête, épaule. Voilà, le petit outil TradingView pour l'épaule, tête, épaule, j'ai un peu zoomé. Vous voyez qu'on n'a pas encore franchi la ligne de coup de cette figure qui annonce normalement donc, un retournement. Alors, épaule, tête, épaule, c'est retournement à la baisse et épaule, tête, épaule inversé, attention, c'est un retournement à la hausse. L'objectif très souvent, c'est entre la base et le sommet de la tête, on reporte. Et donc vous voyez qu'on reviendrait tester éventuellement le sommet de ce très grand range où Bitcoin représentait entre 48 et 49% de tout le marché. Il est possible que cette figure soit invalidée, évidemment, avec une action des prix qui éclaterait, déchirerait la figure à la hausse.
Le RSI est toujours dominé par les acheteurs, donc c'est tout à fait possible, même si vous le voyez qu'ils perdent progressivement de la force. Et donc quand la vision est un peu brouillée dans une échelle de temps, n'hésitez pas à passer à l'échelle de temps supérieure. Vous êtes ici en mensuel, vous êtes toujours en train de regarder la Bitcoin dominance, et à cette échelle de temps, vous voyez que le RSI, le rapport de force, est toujours dominé par les acheteurs. Cela fait 2 fois que l'action des prix bute sur cette droite de tendance. Alors, ça peut paraître encore une fois des lignes magiques, mais je pense que c'est juste des lignes observées par différents acteurs qui placent leurs profits ou qui décident d'agir sur ces zones clés de l'analyse technique. Donc à suivre, mais c'est vrai que mécaniquement, le marché crypto grandissant, le nombre de propositions crypto grandissantes également. Alors il y a beaucoup de scams, on est d'accord, mais il y a déjà des projets, on va dire, rentables avec des cryptos qui sont plus que légitimes et qui ne vont pas cesser de se développer. Et donc même si Bitcoin va rester probablement le leader encore longtemps, le marché des cryptos va également grandir et il est possible qu'il grandisse plus en termes d'apport de liquidité que le Bitcoin à lui seul. Il ne serait donc pas étonnant que cette Bitcoin dominance continue de s'amoindrir, même si tout le marché s'appréciera, on est d'accord, c'est juste que le reste des alts, par rapport aux différentes propositions, aux différentes solutions qu'elles apporteront, prendront davantage de liquidité comparativement à Bitcoin. Alors regardons quand même Ethereum face au dollar. Il a lui également réalisé finalement une fausse sortie, d'une petite latéralisation après l'extraction à la hausse de cette énorme zone d'accumulation. En gros, là c'est une zone pour moi d'accumulation long terme, qu'ici les scénarios haussiers se confirment, et je suis pour l'instant toujours haussier, nous ne devrions pas réintégrer cette grande zone d'accumulation. On peut voir une sorte d'énorme tasséance. Bon, c'est des figures haussières avec des temporalités là qui sont en mensuel, c'est que normalement nous ne devrions pas invalider. La force des vendeurs, la force qu'il faudrait pour aller faire de nouveaux plus bas est normalement assez énorme. Maintenant, je le répète, tout est possible. Le RSI, donc le rapport de force, est pile sur la zone d'équilibre. Nous n'avons pas chassé les liquidités au sud comme Bitcoin, mais cet actif avait moins performé, a accéléré de façon moins puissante sur ces derniers mois par rapport au patron. Nous avons donc toujours en ligne de mire, à minima, donc cette fameuse zone de rechargement de vente avec le même objectif mathématique, les 0,618 de Fibonacci. Ressortons du petit marché des cryptos et attaquons-nous au roi des monnaies fiat, le dollar US évidemment. Vous êtes ici devant le dollar index en hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire sur cet actif, c'est comme le 4 heures ou comme l'heure sur Bitcoin. Il y a beaucoup de bruit et c'est très difficile de savoir où on va. Vous voyez que sur ces 4 dernières semaines, en 4-5 dernières semaines, on est en train de remonter à la hausse gentiment, mais on travaille la zone bleue, je vais vous le montrer sur les échelles plus long terme, c'est un énorme support que l'on travaille depuis janvier 2023. Donc ça fait plus d'1 an qu'on travaille en gros cet énorme support avec une fausse sortie malgré tout. On s'était extrait à la hausse après un petit piège baissier, encore une fois une chasse à la liquidité. On est reparti au nord, chasser la liquidité au nord pour revenir finalement encore une fois balle au centre. Bataille entre acheteurs et vendeurs. Le RSI est donc toujours dominé par les vendeurs à cette échelle de temps, mais nous allons passer donc en mensuel. Nous voici donc en mensuel. Vous voyez que le RSI est allé taper sa zone d'équilibre, mais qu'il est toujours dominé par les acheteurs. Et donc pour le moment, je reste toujours haussier, comme je l'ai dit il y a 6 semaines. Je reste toujours haussier sur cet actif, tant que nous n'aurons pas à minima une invalidation, au moins sur cette échelle de temps mensuelle. Regardons le trimestriel. Sur le très long terme, vous voyez que la tendance était baissière, des années 60 jusqu'aux années 2014. Le dollar, en gros, perdait progressivement du pouvoir d'achat par rapport à son panier de devises. Et il est possible que nous ayons changé de tendance, que le dollar reprenne de la force par rapport à son panier de devises. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Le RSI est toujours du côté acheteur pour le moment, mais il se peut tout à fait que nous reprenions cette tendance maîtresse, on va l'appeler comme ça, que nous ayons fait le plus haut plus bas. Vous savez, lorsqu'on est dans une tendance baissière, les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas. Verrons-nous un plus haut ou un plus bas? Je n'en ai pas la moindre idée. Et donc vous voyez, ça c'est la zone clé que l'on voyait en hebdomadaire, qui a été une zone, vous voyez, de résistance qui a tenu de nombreuses années. Alors avec ici, on pourrait aussi l'analyser comme une sorte de méga chasse à la liquidité ou une fausse sortie par le haut avant la reprise baissière. Donc est-ce que c'est la même chose? Est-ce que nous assistons à une
grande prise de liquidité avant une nouvelle jambe baissière, c'est tout à fait possible. Et si cette jambe baissière se matérialise, quel actif fera une jambe haussière, je vous le demande? Bon, Bitcoin évidemment, on l'a vu, mais l'or fera évidemment une magnifique jambe haussière que nous attendons tous. Je rappelle, là on est en mensuel, cela fait plus de 3 ans que le prix, l'action des prix latéralise dans cet énorme range entre 2100 dollars l'once et 1600, 1700. L'action des prix n'arrête pas de travailler cette résistance autour des 2075 dollars l'once d'or. L'action des prix est toujours dominée par les acheteurs. Et sur le très long terme, je ne vous l'apprends pas, et j'aime bien le rappeler, ce n'est pas l'or qui monte, ce n'est pas le prix de l'or qui monte. Non. C'est le pouvoir d'achat de nos monnaies fiat, et ici du dollar, qui s'effondre. À suivre donc. Petit passage sur le pétrole US, vous êtes ici en hebdomadaire, vous voyez que il se passe pas grand chose, il latéralise. Ici, en dessous de 70, toujours pareil, les méga gros poissons, là c'est les mégalodons, les gigalodons, c'est plus que les baleines bleues, là. On parle de la Russie, l'Arabie Saoudite, enfin des acteurs solides qui ne veulent pas voir le prix du baril s'effondrer. Et donc vous voyez que là les mèches à chaque fois c'est racheté, il n'y a pas... C'est un peu comme, pour ceux qui auront la référence, Gandalf qui crie « vous ne passerez pas ». Bon, mais le prix ne passera pas, il est rejeté, on est toujours dans cette zone de range entre 80 et 70 dollars. C'est tout, je l'ai déjà dit, pour moi c'est incertitude. Y aura-t-il une récession mondiale, ce qui veut dire donc une demande en énergie qui va s'effondrer? Y aura-t-il ou finalement l'activité mondiale, comme dans les zones, comme en Inde, comme en Asie, il est possible que là elle explose, donc que la demande d'énergie soit malgré tout importante, mais y aura-t-il des problèmes d'approvisionnement liés à différentes guerres? Les mouvements de cet actif sont extrêmement difficiles à anticiper de par l'interventionnisme des différents acteurs de ce marché. Je vous montre rapidement la vision long terme. Ici on est en trimestriel. Le RSI, c'est difficile d'interpréter. Il est en zone vendeuse, on va dire, il est pour le moment en zone vendeuse. Mais il reflète bien l'incertitude. Vous voyez qu'on travaille une zone clé qui a été ici un support, qui a été ici une résistance. Là, on est en train de travailler cette zone. J'ai envie de dire, les paris sont ouverts. Enfin, les obligations américaines à 20 ans, on les prend comme proxy. De temps en temps, je vous ai montré les 10 ans. Et qui est le marché qui a connu un crack exceptionnel. Ce n'est pas les marchés boursiers qui se sont effondrés, mais c'est en gros les marchés obligataires occidentaux. Et ça, c'est le grand changement. C'est l'événement fondamental des 2-3 dernières années. Vous visualisez donc ici en bougie les prix sur les marchés secondaires de ces obligations à 20 ans et qui, vous le voyez, évoluent de façon inverse donc au taux d'intérêt décidé par les banques centrales. Nous avons déjà mentionné plusieurs fois les divergences. Vous voyez ici qu'en mensuel, c'est pareil, une divergence entre octobre 2022 et octobre 2023, donc une divergence qui a mis 1 an à se mettre en place, avec une action des prix, vous voyez, qui a fait de nouveaux plus bas, alors que l'action du RSI n'a pas fait de nouveaux plus bas, même d'ailleurs le RSI est un tout petit peu plus haut ici qu'il ne l'était donc en octobre 2022. Ça annonce sur cet actif comme sur les autres une modification progressive du rapport de force entre vendeurs et acheteurs. Notez cependant que le RSI est encore largement dominé par les vendeurs. Nous sommes donc peut-être à un début de retournement historique, oui, car quand la Fed rebaissera ses taux, lorsque les taux vont rebaisser, le prix des actions, de ces obligations, de ces contrats, c'est un contrat de prêt que vous faites, vous prêtez de l'argent à l'État américain sur une période déterminée. Imaginons que vous prêtez donc ici sur 20 ans, si vous avez envie finalement de retrouver vos liquidités, il existe un marché secondaire et c'est ce prix que vous voyez. C'est le prix de revente de votre contrat sur le marché secondaire. Lorsque les taux rebaissent, votre contrat prendra la valeur en gros par rapport aux nouveaux contrats qui sont émis car ils rémunèrent moins. Et donc nous pourrions assister à une revalorisation de ces obligations sur le marché secondaire. Mais on est encore très très loin d'une reprise de tendance haussière. C'est ça que je veux signifier. C'est-à-dire que même s'il y a une divergence, même si nous allons assister à un rebond, il se peut que ce soit ce que l'on appelle un rallye contre tendance. C'est-à-dire que on irait peut-être chercher un nouveau plus haut avant peut-être d'aller chercher un nouveau plus bas. Alors là, vous voyez, les temporalités sont très grandes. Ça prendra du temps. Mais vous savez que j'aime bien Charles Gave. Il déconseille fortement de s'exposer à cette classe d'actifs. Donc si vous le faites, maîtrisez vos risques, calculez vos risques. Ne considérez pas cette classe d'actifs comme non risquée. C'est ce qu'elle était, c'est ce qu'elle représentait. Tous les gestionnaires de patrimoine depuis ces 30 dernières années considéraient cette classe d'actifs comme justement non risquée.
c'est une erreur, ce fut une erreur. Le marché immobilier peut être un marché à risque. Tous les actifs ont des cycles, tous les actifs respectent un certain momentum, et comme toujours, il faut tout anticiper ou au moins tout envisager sur les marchés. Je vous laisse sur cette conclusion. Abonnez-vous, claquez le pouce, prenez soin de vous, à très vite.